Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Si je devais recommencer les essais bébés, voici ce que je ferais. On m'a récemment posé la question et j'ai trouvé que la réponse pourrait t'intéresser. En tout cas, c'est ce que je me suis dit. Pourquoi j'ai pensé ça ? Eh bien parce que clairement, ça me paraît primordial d'être tout à fait au clair sur ce que je ferais, ce que je ne ferais plus, le pourquoi du comment, etc. Et l'échange en fait que j'ai eu avec cette personne était vraiment très passionnant et j'ai pensé du coup que ça te permettrait d'en tirer de précieuses leçons pour ton propre parcours et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à consacrer un épisode de podcast sur le sujet. Alors avant tout, je tiens évidemment à préciser que en ce qui me concerne, la question ne se pose pas du tout. C'est pas du tout dans les projets d'avoir un deuxième enfant, pas du tout. On est véritablement très heureux avec un seul enfant. Ça nous suffit largement. Je sais qu'il y a plein de personnes qui se demandent, un, deux, quand est-ce que le deuxième arrive, etc. C'est pas du tout dans les tuyaux. Pour tout un tas de raisons personnelles d'ailleurs, on a mûrement réfléchi le projet, mais vraiment un seul enfant pour nous, c'est juste merveilleux. On n'en veut pas plus. Donc voilà, tiens à éviter d'être inondé sur les réseaux de messages pour me dire alors c'est pour quand le deuxième ? Il n'y aura pas de deuxième. C'est pas du tout dans les projets. Donc voilà. Maintenant que la précision est faite, je vais évidemment t'amener tout ce que je ferai, ce que je ne ferai plus, pourquoi, comment, etc. Mais avant tout, je voudrais te parler d'une chose, parce que j'ai longtemps réfléchi à ça. Je t'en ai déjà parlé. Prochainement, j'organise un challenge. Ce challenge, je ne l'organise que une fois, parfois deux sur une année, mais c'est assez rare. C'est assez rare, pourquoi ? Parce que ça me demande un investissement énormissime en termes de temps, d'organisation, d'énergie, de plein de choses. Et c'est ce qui m'amène à faire ce challenge de façon très exceptionnelle. Eh bien, figure-toi que ce challenge arrive. Ce challenge arrive. L'ouverture officielle des inscriptions aura lieu le 2 octobre. Et donc tu as la possibilité de t'inscrire à partir du 2 octobre pour l'ouverture officielle des inscriptions avec un démarrage du challenge le 9. D'accord ? Le lundi 9 octobre, le challenge démarre et donc à partir de ce moment-là, il n'y aura plus du tout la possibilité de t'inscrire. Mais il y a un mais. J'avais envie pour toi, de te permettre d'avoir une inscription en avant-première. Donc ça veut dire que si tu t'inscris aujourd'hui, tu as la possibilité de réserver ta place, d'être sûr de pouvoir y participer parce que je pense que cette année, je vais malgré tout limiter le nombre de places parce que l'année passée, ça a été un véritable tsunami et c'était génialissime, c'était super, mais je veux vraiment pouvoir m'assurer de répondre à tout le monde, d'accord ? Donc voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé en toute exclusivité, d'ouvrir les inscriptions pour le challenge. Donc, dans la description de ce podcast, tu vas pouvoir trouver un lien et t'inscrire. C'est vraiment une inscription. Il y aura le lien nulle part ailleurs que si tu as écouté cet épisode de podcast. D'accord ? Vraiment, j'insiste, l'ouverture officielle, ce sera le 2 octobre. Et donc voilà, j'avais envie de te proposer ça. C'est vraiment une exclusivité et il y a plein de choses. Alors, ce challenge, chaque année, c'est, je pense, en tout cas, une réussite au vu du nombre de retours et de messages de remerciements que je reçois et d'annonces de grossesse aussi souvent que je reçois dans la foulée. Et cette année, j'ai eu vraiment encore en plus envie de monter le niveau. Donc oui, tu vas recevoir un livret d'exercices, tu vas recevoir un guide récapitulatif, si j'arrive à le dire, c'est compliqué. À la fin du challenge, avec tout ce qu'on aura vu ensemble, tu vas bénéficier d'une véritable communauté de soutien à travers la plateforme à laquelle tu vas avoir accès. Mais en plus, cette année, j'ai décidé d'ajouter des bonus et pas des moindres. Alors, je garde encore le secret sur une partie des bonus, mais crois-moi, tu ne veux absolument pas les manquer. Ça va être une édition juste
complètement dinguissime. Donc voilà, inscris-toi, tu as le lien dans la description de cet épisode. Alors maintenant, je vais répondre à la question de savoir qu'est-ce que je ferais si je devais en tout cas recommencer les essais bébés. Alors tu t'en doutes, je pense que tu as déjà une partie de réponse. La réponse est non, je ne ferai plus du tout la même chose. Je ne passerai certainement plus par tout ce par quoi je suis passée. Alors quand même, je vais t'expliquer pourquoi je ne ferai plus la même chose, parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. Et je tiens à préciser que l'idée n'est pas de rejeter en bloc le côté médical, d'accord ? Je tiens vraiment à le préciser. Mais je vais t'expliquer le pourquoi je ne ferai absolument plus du tout la même chose. Donc pour rappel, si tu me découvres, ou en tout cas si tu ne me connais pas depuis très longtemps, j'ai eu un parcours PMA qui a duré plus de 4 ans et demi, à l'issue duquel j'ai réussi enfin à être maman. Mais pourquoi ? Parce que je n'ai pas laissé les choses se faire telles quelles. J'ai décidé de tout changer sur 3 axes et puis la tentative suivante de fécondation in vitro a été la bonne. Mais pourquoi ? Parce que j'ai changé aussi énormément de choses de mon côté. À côté de ça, il faut savoir que pendant ce parcours, j'ai eu énormément de stimulation hormonale, je suis passée donc par la fécondation in vitro, je suis passée par une hyperstimulation. Donc voilà, un parcours très long, très compliqué, moins que d'autres, bien évidemment, je le précise toujours, c'est pas du tout une compétition, je pense que chaque parcours qui dure 6 mois ou qui dure 4 ans ou 8 ans, évidemment, contient son lot de réelles difficultés, d'accord ? Donc c'est pas du tout une compétition, c'est simplement de se dire, voilà, j'ai pas eu mon fils en claquant des doigts à l'époque, ça a été long, ça a été éprouvant, je suis passée par tout un tas de choses que je t'explique et qui je pense font écho à ce que toi tu vis. Et donc clairement, si je devais recommencer, non. Pourquoi ? Eh bien déjà parce que il me semble que dans ce que moi j'ai vécu, la médecine a clairement mis des pansements sur des plaies ouvertes. Je m'explique. C'est que j'ai eu une totale, mais vraiment totale absence de diagnostic parce que pour rappel, mon endométriose a été diagnostiquée après la naissance de mon fils. Donc voilà, absence totale de diagnostic. Il y a eu clairement une pathologie qui a été minimisée, mais à un point énorme, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Parce que j'étais atteinte, je dis j'étais parce qu'aujourd'hui on n'en trouve plus vraiment de traces, j'étais atteinte du syndrome des ovaires polykystiques et quand on m'a diagnostiqué ça, on m'a dit « Oh oui, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas une grossesse, c'est hyper fréquent. » En gros, c'était rien. C'est pas rien, c'est pas rien du tout comme pathologie et on a mis du temps avant de le diagnostiquer alors que j'avais des cycles de plus de 100 jours, j'avais énormément de symptômes finalement de cette pathologie. Mais ça a été minimisé parce que pour eux, ça n'empêchait pas une grossesse. Alors non, clairement, ça n'empêche pas d'être enceinte, mais clairement, ça complique quand même vachement le parcours et surtout, c'est le témoin qui a quelque chose derrière, en amont, qui n'est pas diagnostiqué, qui n'est pas traité. Il y a clairement un dysfonctionnement et on n'en a rien eu à faire. En gros, voilà. Ça veut dire aussi que ces pathologies, que ce soit l'endométriose, que ce soit le SOPK, ça veut dire qu'il y a un terrain inflammatoire là derrière qui n'a absolument pas été pris en compte, qui n'a absolument pas été traité. D'accord ? Donc sur du long terme, ça n'avait pas été soigné. J'avais clairement, notamment, une insuffisance en progestérone, ça n'a pas été traité non plus, alors que c'est pourtant très important sur d'autres pathologies, encore une fois, à plus long terme. Donc la première raison, c'est ça, c'est que la médecine s'est contentée de faire des stimulations, des fécondations in vitro, etc., etc. Oui, super. Mais finalement, on n'a pas du tout traité le problème de fond. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ça a été le côté infantilisant de ce parcours. J'ai eu énormément de fois des stimulations et puis on me disait « Oh, mais revenez dans 6 mois si jamais il n'y a rien ». Non, en fait, c'est pas du tout ma façon de procéder, c'est peut-être pas du tout la manière de faire, en tout cas pas du tout quand on est dans une optique de préventif. J'ai eu aussi droit à « c'est moi qui fais les prescriptions ». Vous posez trop de questions et vous ne pouvez rien faire. Sous-entendu, de votre côté, pour améliorer les choses. Alors, le côté, c'est moi qui fais les prescriptions, ok, mais c'est quand même mon corps, donc c'est moi qui décide. Si je prends ou non la prescription, si j'accepte tel ou tel traitement, tel ou tel protocole selon les effets secondaires.
D'où le fait que je pose beaucoup de questions et d'où le fait que j'ai besoin de comprendre. Je ne suis pas un enfant de 4 ans et quand bien même j'étais un enfant de 4 ans, on lui explique les choses. Ça me paraît juste normal. Mon corps, mes choix. Donc le côté infantilisant, vraiment non. C'est non, non et non, c'est intolérable pour moi, c'est inadmissible. Le côté vous ne pouvez rien faire, sous-entendu, moi, Dieu médecin, c'est moi qui ai la solution. Or, dans la réalité des chiffres, on en est loin. Je rappelle que plus de 60%, que 60% des couples ressortent de la PMA sans avoir d'enfant. Alors le côté vous ne pouvez rien faire et c'est moi qui fais la prescription, on repassera, parce que quand on atteindra des chiffres qui seront beaucoup plus avantageux, beaucoup plus intéressants, peut-être que je remettrai ce point-là en question, peut-être, j'ai bien dit peut-être, parce que ça reste mon corps et ça reste à moi de prendre des décisions. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment pas du tout apprécié ce côté infantilisant. Pour moi, on travaille main dans la main, on avance ensemble. Je repenserai toujours à ce docteur qui m'a repris, et j'insiste bien sur le mot docteur, qui m'a repris en plein protocole. Donc, je suis les jambes écartées, les pieds dans les étriers. Tu imagines très bien la position. Durant une consultation qui dure à peine 3 minutes, échographie endovaginale incluse. Et au moment où je veux lui poser une question et que je commence à formuler ma phrase en l'appelant docteur, eh bien elle me reprend en me disant non, moi c'est professeur. Alors franchement, j'en ai juste eu rien à faire parce que ma question était tout à fait respectueuse. Enfin voilà, c'était une question archi banale, quoi. Il y avait rien de particulier. Et me reprendre quand je suis à poil, les jambes dans les étriers sur son titre, franchement, j'ai trouvé ça mais d'un minable. Donc voilà, le côté infantilisation par le corps médical, c'est non, c'est pour moi inacceptable, donc non. Le troisième point pour lequel je ne referai plus du tout ce parcours, c'est que j'ai complètement manqué en fait de transparence et de professionnalisme, voire même de compétence, on va clairement dire les choses, de la part du corps médical. Pourquoi ? Parce que j'ai manqué de transparence, notamment sur l'hyperstimulation. Quand j'ai posé la question de savoir si c'était un risque qui aurait pu être anticipé, pourquoi on ne m'a pas expliqué que c'était un effet secondaire possible, etc. Et ça aurait pu être anticipé de par mon SOPK. Clairement, on m'a dit « Ah oui, mais si on devait expliquer tous les risques à nos patientes, on n'aurait plus personne en PMA. » Voilà. Donc la transparence, non, clairement, pour moi, c'est un point essentiel. Si je veux prendre une décision en conscience, je dois savoir clairement à quoi je m'engage. Je trouve aussi qu'ils ont clairement manqué de professionnalisme, parce que de reporter de 6 mois en 6 mois, de jouer aux apprentis chimistes avec les dosages hormonaux, etc., pour finalement n'avoir aucun résultat, c'est clairement manquer de compétences. Et je ne parle même pas du fait qu'on me dise que je ne pouvais rien faire de mon côté, parce qu'aujourd'hui, on sait à quel point c'est faux et archi faux, et mes clientes peuvent tout en témoigner. Quand j'entends des ah non, une AMH, ça peut pas s'améliorer, etc., etc., enfin, c'est des propos, mais d'une absurdité sans nom, quoi. Oui, il y a énormément de choses à faire de son côté pour augmenter considérablement ses chances de succès. Donc voilà, ça c'était le troisième point pour lequel je ne ferai plus la même chose. Le quatrième point, c'est que je reste aujourd'hui persuadée, vraiment intimement persuadée, que les dosages hormonaux aussi importants ne sont pas sans conséquences à long terme. Alors bien sûr, je parle pas à court terme, à court terme, ok, on peut jauger, etc., etc. Mais à long terme, il y a zéro suivi. À long terme, on ne sait pas quels sont les effets secondaires. Et donc je reste convaincue aujourd'hui que m'être bourré d'autant de dosages hormonaux, et quand je parle de dosages hormonaux, il y a les injections, bien sûr, mais il y a aussi eu tout ce qu'il y a eu avant, pendant plusieurs années, avec du clomid, du Dufaston et tout un tas d'autres choses. C'est pas sans conséquence sur l'organisme. Enfin, je veux dire, on va travailler, et évidemment les injections c'est encore plus important. Alors je ne dis pas qu'il ne faut jamais le faire, c'est pas ça, mais je dis en tout cas que quand on le fait, ça doit être de façon modérée, et ça n'a pas du tout été mon cas, parce que pendant 4 ans et demi, on y allait plein pot. La dernière raison pour laquelle je ne ferai plus du tout la même chose, c'est que j'ai eu une énorme difficulté à concilier les innombrables rendez-vous avec mon travail de l'époque. Alors c'est peut-être aussi le cas pour toi. Alors personnellement, c'est vrai que j'étais déjà travailleur indépendant, donc j'étais déjà à mon compte, et donc forcément, tu vas dire c'est plus facile parce que oui, j'avais pas forcément d'autorisation à recevoir de mon patron, ça c'est une certitude. Mais par contre, j'avais des clients à gérer et c'est hyper compliqué quand on est constamment en déplacement
déplacement, de prévoir des rendez-vous parce que c'est imprévisible. Et donc moi, il y avait des personnes qui se déplaçaient de partout pour une journée, par exemple, de formation, etc. Et donc quand je devais caler quelque chose, je pouvais pas annuler parce que je devais de ce fait annuler les déplacements de entre 12 et 15 personnes qui venaient d'un peu partout en France. Et donc et parfois de plus loin, et donc qui avait des déplacements conséquents. Enfin, je veux dire, c'était mon agenda, mais aussi celui des autres, pour lesquels parfois je m'étais engagée plus de 6 à 8 mois à l'avance. Donc c'était hyper compliqué à gérer dans mon agenda, même si je ne dépendais pas d'un patron. Il y avait vraiment un côté imprévisible qui était hyper dérangeant pour moi. Alors de nouveau, c'est sur base de mon expérience, de mon parcours, de mon vécu. D'accord ? Donc je tiens à préciser, bien sûr que dans certains cas, il y a des rendez-vous et c'est non négociable, mais étant donné que j'avais des cycles tellement anarchiques qui venaient s'ajouter déjà à l'imprévisibilité globale de tout ce parcours, ça venait vraiment, vraiment grandement compliquer les choses. Alors bien sûr, là, j'ai parlé des points négatifs, c'est-à-dire des points qui justifient le fait que non, je n'en repasserai plus du tout par là aujourd'hui. Mais je tiens quand même à préciser aussi que j'ai rencontré des perles, vraiment des perles parmi le corps médical, que ce soit des médecins, des infirmières, enfin vraiment, j'ai rencontré des personnes extraordinaires, d'accord ? Donc voilà. Donc je veux vraiment préciser que c'est uniquement compte tenu de mon histoire, mes pathologies, bien sûr, et la manière dont mon parcours s'est déroulé. Si je pouvais vraiment recommencer à zéro, clairement, je n'aurais pas pris de contraception. Parce que moi, la pilule m'a été prescrite très très jeune, pas du tout dans l'objectif d'avoir des rapports sexuels, mais simplement parce que j'avais des problèmes de cycle. J'avais des cycles à rallonge, des cycles totalement irréguliers. Quand je les avais, c'était d'une abondance folle et surtout j'avais des douleurs mais à ne plus savoir me tenir droite. Et donc au lieu d'aller chercher le pourquoi du comment, on s'est contenté de masquer les symptômes et évidemment à l'arrêt de la pilule, tout ça m'est revenu en boomerang avec puissance 10. Donc voilà, si vraiment je pouvais tout recommencer, je commencerais par ça. Mais je vais contenter de te dire ce que moi je ferais aujourd'hui si je devais repasser par là. La toute première chose que je ferais, c'est d'apprendre à connaître mon corps, à me connecter à lui, à connaître les signes de fertilité. Et c'est d'ailleurs des choses que j'explique dès le départ du programme d'accompagnement. C'est vraiment la partie d'introduction, c'est de réapprendre tout ça. À titre personnel, puisque comme je te le disais, je me base évidemment sur mon expérience, mais aussi sur celle quand même de beaucoup de femmes que j'accompagne, c'est qu'on est quand même très nombreuses à avoir pris un moyen de contraception pendant de nombreuses années. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, on nous a jamais vraiment appris à connaître ou à être à l'écoute des symptômes que notre corps nous envoie. Ça veut dire que on nous a pas vraiment appris à observer les différents signaux de fertilité. Ça, c'est quelque chose qui est passé complètement à la trappe, en tout cas à titre personnel. Alors je sais que les choses évoluent aujourd'hui, on commence tout doucement à parler peut-être un petit peu plus de symptothermie, de ce genre de choses. Et donc oui, clairement, c'est un précieux allié, que ce soit quand on est en contraception et qu'on ne veut pas d'enfant, mais c'est aussi un précieux allié en période de conception. Et donc l'idée, c'est vraiment ça. La toute première chose que je ferai, c'est ça. C'est d'apprendre à connaître mon corps, d'apprendre à décrypter les signaux qu'il m'envoie. D'accord ? Parce que pour moi, c'est vraiment la base. Ça, c'est la toute première chose. La deuxième chose que je mettrai en place, c'est d'apaiser mon état émotionnel par rapport à ce désir d'enfant. Pourquoi ? Parce que j'ai trop longtemps pensé que je serais heureuse une fois que je serais enceinte ou une fois que je serais maman. C'est toujours ce que je me disais en fait. Je me disais je serais heureuse quand je serais maman, je serais heureuse quand je serais enceinte. Et en fait, en faisant ça quelque part, ça m'empêchait d'être heureuse ici et maintenant, comme si c'était pas possible, comme si c'était incompatible. Et en fait, avec le recul et aujourd'hui, je sais à quel point c'était une énorme erreur. Pourquoi ? Parce que c'est ici et maintenant. La vie, elle est trop courte que pour remettre son bonheur à plus tard. Ça veut dire que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, on arrête de vivre. Et c'est pas ok. Je l'ai déjà raconté, mais tu sais, un bête exemple, c'est que je me suis foiré des vacances qui étaient pourtant juste des vacances de rêve. On en avait rêvé pendant plein d'années.
Et on est parti dans le sud de la Corse, tu vois. On a fait le sud de la Corse en jet ski. Et si tu savais à quel point je me suis foirée ces vacances, mais d'une force, alors que c'est quand même pas le genre de choses qu'on fait, enfin en tout cas en ce qui me concerne, je faisais pas ça chaque année, quoi. C'était vraiment des vacances de rêve pour lesquelles on avait économisé depuis longtemps, etc. C'était vraiment un rêve qu'on réalisait, puisque mon mari à l'époque faisait énormément de jet ski. Et moi je rêvais d'aller en Corse et on avait associé voilà, ces deux aspects. Et donc c'était vraiment pour nous les vacances, je vais pas dire lune de miel parce qu'on n'est pas mariés, mais tu vois l'idée. Et en fait, je me suis vraiment plantée pendant tout le séjour parce que je me disais, ah là là, si je suis enceinte. En fait, j'avais passé le cap de l'ovulation. Et avec, tu sais, quand on fait du jet ski, etc., ça fait énormément de remous, de vagues. Enfin, tu vois, on était en pleine mer et donc t'as quand même beaucoup de secousses. Et je me disais, ça y est, c'est foutu. Si j'étais enceinte, bah, je le suis plus. Et si je fais une fausse couche, ce sera de ma faute. Et enfin voilà. Et en fait, j'ai passé des vacances de merde. Pardon, hein, mais il n'y a pas d'autre mot. Et en fait, j'ai mis pendant 4 ans et demi ma vie complètement entre parenthèses parce que tout était fait en fonction d'eux. Et vraiment, j'ai arrêté de vivre. Et donc ça, si je devais le refaire, c'est vraiment quelque chose que je ne ferais plus. Vraiment. Je commencerai à prendre soin de mon état émotionnel, de mon bonheur, de ma vie finalement ici et maintenant. D'accord ? Pas dans 2 ans, pas quand je serai maman, pas non. Je commencerai ici et maintenant, aujourd'hui. Et toujours en lien avec cet état émotionnel, ce que je ferais aussi, et que je n'ai pas du tout fait à l'époque, je ne connaissais pas encore toute cette importance, mais je ferais clairement des liens entre mes émotions et mes pathologies. Et ça aussi, c'est quelque chose, d'ailleurs, que j'explique également dans mon livre, dans le 2e livre, qui est Les montagnes russes de l'infertilité, parce que j'explique clairement les liens entre les émotions, les pathologies. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout suffisamment. On se contente, encore une fois, de séparer beaucoup le corps de l'esprit, etc. Alors qu'en fait, on ne fait qu'un, tout est lié. Et donc, c'est vraiment intéressant d'aller creuser cette dimension-là. Et c'est quelque chose que je mettrai en place, en tout cas, personnellement. Le 3e point que je mettrai en place, c'est de changer mon style de vie. Alors je dis que je mettrai en place, clairement, c'est ce que j'ai fait. D'accord ? C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je t'explique dans le programme, mais c'est ce que j'ai fait et qui m'a notamment amené aussi la réussite de cette dernière fécondation in vitro, parce que j'ai changé beaucoup de choses sur 3 axes. Le premier étant l'état émotionnel, le 2e c'est la compréhension du médical. J'avais enfin compris ce que je faisais, pourquoi je le faisais, comment, etc. Et donc du coup, c'était beaucoup plus clair et bien sûr, j'avais changé complètement de style de vie. Alors quand je parle de style de vie, je parle notamment des perturbateurs endocriniens. Évidemment, on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Les choses évoluent, on commence vraiment à en parler, peut-être pas encore suffisamment à mon goût, mais les choses commencent à évoluer. Donc clairement, je mettrai l'accent là-dessus. Les perturbateurs endocriniens, tu sais, c'est tout ce qui va venir justement perturber ta production hormonale et qui provient de tout un tas de choses. Ça peut venir des produits cosmétiques que tu utilises, mais ça peut venir aussi des produits d'entretien de la maison, etc., etc. Moi, à l'époque, enfin, je le suis toujours, mais j'ai toujours aimé que les choses soient très propres, etc. Et donc à l'époque, j'utilisais beaucoup de produits qui n'étaient pas bons du tout. Tu vois, les produits de nettoyage, des produits désinfectants, tu sais, des Dettol, etc. Et je vais pas trop citer de marque, mais enfin, tu vois, dans l'idée, j'utilisais énormément de produits qui étaient particulièrement nocifs, tu vois. J'aimais aussi beaucoup que mon intérieur sente bon, et donc c'était des bougies, c'était, tu vois, des petits parfums d'ambiance, ce genre de choses, et c'est une catastrophe pour l'organisme. Donc, les perturbateurs endocriniens, j'y ferai hyper gaffe, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Pareil pour l'alimentation. J'avais une alimentation qui n'était pas du tout OK. Pourquoi je dis pas du tout OK ? Parce qu'en fait, au petit déjeuner, je mangeais sucré. Alors, je mange toujours, mais sucré, mais plus de la même manière, rassure-toi. Comment dire, l'alimentation, pour moi, c'était du sucre. Alors, c'était pas, du sucre en quantité. Enfin, si, c'était en quantité industrielle, mais petit à petit, en fait, c'était de façon presque cachée. Tu vois, je ne me rendais pas du tout compte de la quantité de sucre que je consommais. Mais clairement, le petit déjeuner, c'était du sucré, parce que ça pouvait être une tartine de confiture, ça pouvait être, à l'époque, une tartine avec de la pâte à tartiner chocolatée, ce genre de choses dessus.
Tu vois, à 10h, eh bien, je prenais un encas sucré parce qu'il fallait de l'énergie, tu vois, donc on était reparti pour ça. À midi, eh bien, c'était très souvent des sandwichs avec des choses dedans, mais enfin, c'était du pain blanc et donc forcément, c'est du sucre de nouveau. Et puis à 4h, ben, tu penses, j'étais debout depuis très très tôt, donc je piquais du nez et là, ben, je me prenais un petit goûter et ainsi de suite. Et en fait, quand tu mets tout ça bout à bout, en fait, je ne faisais que consommer du sucre et ça avait évidemment la fâcheuse répercussion, la fâcheuse conséquence d'alimenter et mon endométriose et le syndrome des ovaires polykystiques parce que j'augmentais l'effet inflammatoire de l'organisme, tu vois. Donc voilà, je retravaillerai donc du coup complètement mon alimentation par rapport à ça. C'est ce que j'ai fait au moment de ma fécondation, juste avant, avant la dernière tentative. Et je changerai aussi complètement de rythme de vie et à nouveau c'est ce que j'ai fait en partie, j'avais vraiment commencé à mettre l'accent dessus. Évidemment ces questions-là aujourd'hui ne se posent plus, que ce soit les perturbateurs endocriniens, le côté alimentation, le côté rythme de vie, c'est des choses qui ne se posent plus mais qui à l'époque étaient véritablement problématiques pour moi. En termes d'horaire, alors quand je parle de rythme de vie, je parle d'horaire de travail, je parle du travail en lui-même mais aussi du sommeil. C'est-à-dire que donc j'avais un travail qui à l'époque nécessitait énormément de déplacements avec beaucoup des horaires très importants liés notamment à ces déplacements et donc il faut te dire que je travaillais entre 60 et approximativement 75 heures par semaine. Donc je te laisse imaginer le déficit de sommeil que je pouvais avoir, c'était hyper compliqué. Le travail était aussi très prenant et très stressant, alors pas forcément dans l'organisation de la journée, mais c'était l'organisation en amont, tu vois, avec les déplacements, les imprévus, etc. Il y avait énormément de choses à gérer et donc j'avais un rythme de vie qui clairement ne favorisait pas la grossesse parce que j'étais à 2 doigts de l'épuisement en fait, tout simplement. Tu vois, donc voilà, c'est important de s'en rendre compte aussi. Le 4e point que je mettrai en place, eh bien, c'est qu'en fait, je m'assurais du bon fonctionnement de mon corps. C'est-à-dire que je vérifierais s'il n'y a pas de carence, tu vois. À l'époque, par exemple, j'avais plein de carences qui n'ont pas été prises en charge parce que, c'est pas grave, quoi, tu vois. En gros, c'était un peu ça. J'avais pas assez de progestérone? Oui, mais c'est pas grave, on va complémenter. Bah oui, sauf que quand on complémente, ce n'est jamais aussi efficace qu'une progestérone qu'on va sécréter de manière naturelle. Donc oui, j'avais un complément, mais ça suffisait pas. J'avais plein de carences. La vitamine D, bon, je pense qu'on est évidemment très 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 nombreuses à être carencées en vitamine D. C'est plus mon cas aujourd'hui parce que je me supplémente très régulièrement par rapport à la vitamine D. Mais par exemple, ça aurait pu apaiser mon état inflammatoire. Mais on ne le faisait pas parce que, oh oui, mais tout le monde est carencé en vitamine D, c'est pas grave. Tu vois, donc en fait, le fer, mon Dieu, le fer, j'étais carencée, mais toute ma vie, j'étais carencée en fer et on me disait, oh oui, mais c'est normal, les femmes qui ont des règles abondantes, souvent elles sont anémiées. Non, en fait, c'est pas normal d'être anémiée. Non, on peut pas avoir d'anémie quand on est dans un projet de conception parce que le fer va avoir d'énormes répercussions sur tout un tas de choses, sur tout un tas d'organes, de glandes, de production hormonale, etc. Donc on a besoin de fer et quand on a un taux de fer, alors quand je parle de fer, c'est fer, ferritine, tout ça évidemment c'est important parce que ça a des répercussions évidemment, tu vois. Donc clairement, je vérifierai si mon corps fonctionne correctement, s'il n'y a pas de carence et si en fait j'ai les ressources nécessaires physiques pour mettre en route une grossesse et la mener jusqu'à son terme, tu vois. Mais on m'a vraiment, on a banalisé à l'époque les différentes carences que je pouvais avoir parce que oui, c'est fréquent, c'est normal. Mais c'est pas parce que c'est fréquent que c'est normal en fait. Faut arrêter avec ça. Donc voilà, ça c'est le 4e point que je mettrai en place. Et enfin, le 5e et dernier point, eh bien, c'est que je m'intéresserai bien plus à la dimension énergétique. Je m'intéresserai bien plus à tout ce qui est transgénérationnel, à l'histoire des femmes de ma famille, à la relation au masculin, etc., etc. Vraiment, j'avais des choses à mettre en place par rapport à ça, et c'est aussi pour ça que c'est un point que j'aborde dans l'accompagnement, parce que on n'en parle pas ou pas assez, et moi je reste persuadée, de par notamment ma pathologie, mon histoire familiale, etc., que j'avais des choses à guérir au niveau du masculin, et c'est ce qui probablement aujourd'hui m'a permis d'être maman d'un adorable petit garçon.
garçon, mais je crois vraiment que si j'avais pas mis le doigt sur ma relation à ça, ça aurait été probablement plus compliqué encore. Donc tu vois, ça ce sont vraiment les 5 points que je ferais si je devais recommencer mon parcours à zéro. Et tout ça, en fait, c'est ce que je t'apprends dans mon programme d'accompagnement en ligne. Je t'apprends à mettre tout ça en place parce que je sais que seul on va galérer pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années. Moi, j'ai galéré pour avoir toutes ces infos. Et surtout pour savoir qu'est-ce qui pouvait me convenir à moi, etc. J'avais pas toutes ces références scientifiques, les études qui ont été menées, j'avais pas tout ça. Et donc c'est pour ça que j'ai mis ce programme en ligne, c'est pour ça que je t'apprends à avancer pas à pas et en te disant ok, voilà ce qui est important et voilà par quoi commencer. Et vraiment j'insisterai jamais assez, mais c'est le seul et unique programme d'accompagnement francophone qui est aussi complet et qui balise autant les 4 piliers de la fertilité. Et donc ces 4 piliers de la fertilité, eh bien je le rappelle, c'est ton état émotionnel, parce que l'état émotionnel va considérablement impacter ton axe hypothalamo-hypophysaire-ovarien. Donc c'est la toute première chose à mettre en place. Le deuxième pilier, c'est la physiologie. Donc c'est évidemment tout ce côté production hormonale, carence, hygiène de vie, tu vois, tout ça, eh bien ça fait partie de cette dimension physiologique parce qu'il y a énormément de choses à mettre en place à ce niveau-là. Le troisième pilier, c'est la compréhension du médical, c'est comprendre pourquoi tu fais les choses et dans quel ordre il faut les faire. Tu sais, souvent, ok, on reçoit des prescriptions, mais comme on ne sait pas à quoi ça sert, eh bien on fait pas de lien entre les pathologies qu'on a eues, le parcours qu'on vit, etc. Et donc on n'est pas sûr de faire les bonnes choses au bon moment. Et je vois trop souvent des incompréhensions, notamment dans la prise de certains traitements, etc. Ce qui fait que au final, on ne prend pas forcément les traitements le bon jour, au bon moment, etc. Donc vraiment, la compréhension du médical, elle est indispensable. Et mon Dieu, je sais à quel point les consultations sont express et que on ressort de là avec le tiers de la moitié du quart des informations qu'on aurait aimé avoir et qu'on n'a pas. Et donc mon rôle, il est là aussi, tu vois, c'est de t'expliquer vraiment tout ça en détail. Et enfin, le 4e point, eh bien, c'est toute cette dimension énergétique dont on ne parle pas encore assez et dont on ne tient pas encore assez compte. Et quand je parle d'énergétique, il n'y a rien, encore une fois, de magique, d'ésotérique, de complètement perché. On est vraiment sur, en fait, la compréhension du fait que ton corps est censé fonctionner de façon fluide et harmonieuse. Et d'ailleurs, il y a énormément de thérapies aujourd'hui qui sont totalement reconnues. Je pense notamment à l'acupuncture, mais c'est aussi le cas de l'ostéopathie, qui vont travailler sur une dimension énergétique parce qu'on va permettre au corps de refonctionner de manière totalement fluide. Et quand on est confronté à l'infertilité, c'est qu'il y a un blocage énergétique quelque part qu'il est important d'aller travailler. Et donc c'est pour ça que je travaille sur ces 4 piliers parce que aucun des piliers ne fonctionne sans l'autre. C'est vraiment important de comprendre finalement que tout est lié et que c'est pareil dans ton parcours. Donc c'est vraiment important que tu puisses te dire ok, en fait, oui, je peux changer les choses et oui, il y a des choses à mettre en place et c'est pas forcément hyper compliqué, hyper lourd, etc. En fait, ce qui est lourd, c'est quand on ne comprend pas le pourquoi on fait les choses. Mais à partir du moment où on t'explique exactement ce que tu dois faire et pourquoi tu dois le faire, tu prends tes décisions en conscience et je t'assure que tout devient tellement plus clair. Donc si tu as envie de découvrir ce programme d'accompagnement en ligne, tu as la possibilité d'aller cliquer sur le lien dans la description de cet épisode. Si tu veux déjà t'inscrire aussi pour participer au challenge, comme je te l'ai dit, tu as la possibilité de t'y inscrire en exclusivité d'ailleurs. C'est vraiment une avant-première. Il n'y aura pas d'autre lien que celui-ci dans la description de cet épisode pour t'y inscrire avant le démarrage officiel, avant l'ouverture en tout cas officielle des inscriptions qui aura seulement lieu le 2 octobre. Voilà, j'espère en tout cas pouvoir te retrouver, que ce soit dans le cadre du challenge, que ce soit dans le cadre du programme d'accompagnement, parce que je sais à quel point tout ça peut faire la différence dans ton parcours. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.